Bonsoir, ravi de vous retrouver dans After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP. Je suis ravi également de retrouver Alexis de Lys, Michel Turcot de Moto Revue. Ça va messieurs? Impeccable. Michel, bien rentré de Jerez? Ouais. Ça n'a pas été trop compliqué? Non, il n'y a pas grand monde dans les aéroports, on circule assez bien. Et puis, alors on ne l'invite plus, il s'invite, vous l'avez reconnu, c'est Thomas. Bonsoir Thomas, Bonsoir, tu vas bien? Oui. Donc vous êtes rentré en même temps avec Michel, tout s'est bien Exactement, passé. même vol, Voilà. c'était nickel. Ouais. Bon, alors aujourd'hui, enfin ce soir, au menu de l'After Sunday, évidemment, on va revenir sur ce Grand Prix d'Espagne disputé à Jerez de la Frontera. On aura nos rubriques habituelles, le débrief de Michel. On aura également la rubrique d'Alexis de Lys. En deuxième partie d'émission, nous aurons un invité, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Jules Cluzel. Et puis en fin d'émission, restez bien jusqu'à la fin de l'émission, parce qu'on va vous proposer un jeu concours, vous savez, le pronostic sur le prochain Grand Prix. Le prochain Grand Prix, ça sera le Grand Prix de France disputé au Mans. Et pour ce jeu concours, eh bien, notre partenaire Choi vous a fait un super cadeau, enfin pour celui qui gagnera bien sûr, un superbe Alex Marquez réplica de 869 € en valeur d'achat. Donc on se moque pas de vous ici à After Sunday. Allez, After Sunday, c'est parti, on commence tout de suite. Voilà, donc on va commencer avec le débrief de Michel. Michel, ton débrief, c'est maintenant une tradition. Ça commence par l'image du jour, l'image du Grand Prix plus exactement. Quelle était? L'image du jour, pour moi, c'est Jack Miller en pleurs à l'arrivée de ce Grand Prix, et ce Grand Prix qu'il a remporté. Donc une première victoire avec Ducati pour sa 4e saison avec la marque italienne, la première dans l'équipe Factory. Jack n'avait gagné jusqu'à présent qu'une seule course en MotoGP, c'était en 2016 sous la pluie avec une Honda à Assen. Voilà, c'était un succès que tout le monde attendait depuis très longtemps. On en a parlé lors de notre dernier débrief, on se demandait un petit peu, voilà, on sentait qu'il y avait beaucoup de pression sur Jack, et il a reconnu, voilà, ce flot d'émotions qu'il a submergé à l'arrivée était, voilà, en grande partie dû aux semaines qu'il a vécues sous pression depuis le début de l'année. Voilà, on l'attendait, et cette victoire elle venait pas, et voilà, beaucoup de critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Ça a été très difficile pour lui. Il a avoué, il a parlé assez à cœur ouvert après la course. C'était assez émouvant de l'écouter. Il a parlé aussi de sa relation avec Cal Crutchlow, qui a toujours été là pour le soutenir, et de Lucie, la femme de Cal, qu'il a appelé dans la semaine pour lui dire écoute, arrête de te prendre la tête, tu peux gagner, t'as le talent, t'as tout ce qu'il faut, crois en toi, arrête de douter. Et voilà, il a prouvé. Alors, il a été un peu aidé par les circonstances, on va y revenir. Néanmoins, il a fait une très belle course, et voilà, il a tenu jusqu'à la fin. Ouais, c'est sa constance surtout qu'il faut souligner, parce que jusqu'à présent, on le voyait un peu des fois baisser de rythme ou faire des erreurs. On l'a vu au Qatar notamment, où il s'est énervé, et là, par contre, il a fait la course quasi parfaite. Ouais, il a fait une très belle course. Quand Fabio l'a passé, il n'a pas essayé de suivre parce qu'il a reconnu que Fabio avait un rythme supérieur au sien, donc il s'est calé sur cette deuxième place. Les circonstances ont fait qu'il a récupéré le lead par la suite. On rappellera qu'il a quand même eu des problèmes, c'est vrai, au Qatar, mais qui étaient dus aussi à des problèmes de ce syndrome d'éloge qui frappe aujourd'hui Quartararo. Donc il s'est fait opérer après la deuxième course au Qatar. Portimao, il n'était pas encore super bien remis, il est tombé, il a fait une erreur, d'où la pression qui augmente. Ses points se sont rouverts aussi d'ailleurs de son opération, il a dit. Ouais, donc voilà une belle... la photo un peu bord. Une belle récompense pour lui et pour Ducati, qui ont fait confiance. On rappellera pour ceux qui peut-être s'intéressent au MotoGP depuis peu que Jack Miller, il a un parcours à part. Ouais. Il a jamais couru en Moto 2, il a été drafté du Moto 3 au MotoGP par Livio Suppo, qui était alors team manager de Honda. Donc voilà, en 2015, il se bat pour le titre avec Alex Marquez en Moto 3, et en 2016, il se retrouve en MotoGP au guidon d'une Honda avec le team Marc VDS, et une Honda difficile en plus. Voilà, une Honda qui est difficile, là encore, on va y revenir. C'était pas le meilleur cadeau. Et puis Michel, je sais pas ce que tu en penses, une victoire qui a fait plaisir aussi à beaucoup de gens, parce que Jack Miller, c'est un peu un personnage à part dans le paddock, il a un franc-parler, il déconne pas mal, et ça aussi c'est agréable, ça séduit pas mal de monde. Ouais, c'est un super. Enfin, moi j'adore Jack. C'est un mec hyper simple. C'est vraiment l'Australien dans tout ce que l'Australien peut avoir de bon et d'agréable. Voilà, simple. C'est pas facile aussi quand on est, quand on sait
quand on émigre de ce pays qui est à l'autre bout du monde pour venir courir en Europe. Donc là, il a aussi parlé de ses parents en disant qu'il aurait aimé que ses parents soient là pour partager cette victoire avec lui. C'était, enfin voilà, dans l'émotion qui nous a fait vivre. On sent, voilà, tous les pilotes australiens ont ce même discours. Hein. C'était aussi Stoner qui expliquait que ça avait été difficile pour lui de vivre loin de chez lui. Et c'est aussi ce qu'il a usé assez tôt, parce que Stoner a quitté. Il avait 16 ans quand il est parti d'Australie pour courir en Angleterre et puis après en Espagne. Donc voilà, c'est des... Arthur Sissier aussi, qui avait aussi... Voilà, qui lui, par contre, ça l'a pas fait. Non. Mais voilà, c'est des sacrifices pour ces pilotes qui viennent de l'hémisphère sud. Et voilà, c'est pas toujours simple de vivre loin des siens. Et puis là, en plus, avec le Covid, il a dit il pourra pas revoir sa famille avant la fin de l'année, quoi. Ça, c'est aussi par rapport aux autres pilotes européens. Jack, il est isolé en Europe toute la saison. Ouais, après, il a eu la chance de passer un hiver un peu plus confortable. Un peu plus confortable, ouais, je pense aussi. Ouais. Voilà, il a passé quelques semaines sans masque. Bon, Michel, maintenant, on va passer aux faits marquants. Donc, les 5 faits marquants de ce Grand Prix. Et évidemment, on va commencer par Fabio, j'imagine. Bah oui, Fabio qui avait son 3e succès de rang au bout des doigts, enfin même qui était acquis. Au bout du bras. Il est parti, voilà, quand il a doublé Jack. Encore une super course. Prend pas le meilleur départ. Bon, on le sait avec la Yamaha, c'est pas facile. Mais aux essais, il avait dominé les essais, il fait la pole, mais surtout, pareil, il fait une FP4, il est au-dessus du lot, voilà, il prend la tête. Je te coupe 2 secondes pour les départs, je pensais que justement ça serait moins flagrant pour les Ducati, parce que à GRS c'est super court entre la grille et le premier virage, et puis finalement c'est hormis pour Johan, mais on y reviendra plus tard, ils s'en sont quand même pas trop mal sortis. Je pensais que la Yam aurait pu avoir plus de difficultés quand même. Surtout qu'en plus c'était chaud, entre Morbidelli et Quartararo, là, au tout départ, extinction des feux, ils ont failli se percuter, c'était quand même assez chaud. Donc oui, ils s'en tirent pas trop mal effectivement au départ, mais oui, c'est... Enfin donc, il prend la tête, il s'en va devant, là on se dit, bah voilà, il déroule son plan. On se prépare à la conférence de presse. Je faisais déjà les stats. Et puis là, d'un coup, on voit que l'écart se réduit. Il est une seconde et demie d'avance, ça fond très vite. Et puis, en fait, au début, sur les images, enfin, je sais pas comment tu l'as vécu en salle de presse, mais je pense que vous avez les mêmes images que nous à la télé. Au début, on voit pas bien, en fait, et on n'est pas sur la réalisation, on n'est pas sur Fabio, et en fait, on voit Miller qui est revenu quasiment au contact, à une demi-seconde. Bon, après, on se dit que Fabio a fait une erreur. On se dit qu'il a fait une erreur, comme c'est arrivé au bout de la ligne droite, il fait une goutte d'eau, il revient, et en fait, on comprend pas tout de suite. Bon, après, en salle de presse, on a la chance d'avoir des moniteurs avec des intermédiaires. Avec des intermédiaires, donc on a vu que l'écart se réduisait progressivement, mais en même temps très vite. Et donc, oui, voilà, donc c'est d'abord Miller qui le passe, et puis ensuite, derrière, c'est le défilé, quoi. Il rétrograde jusqu'à la 13e place. Il avoue avoir eu du mal à finir la course, les derniers tours, il avait à peine le contrôle de la moto, il n'arrivait plus à freiner, il n'arrivait plus à accélérer à fond. Mais il l'a fini. Mais il a fini, et qui sait si ces 3 points empochés hier à Jerez compteront pas à la fin de l'année. En tout cas, il a été au bout de ce qu'il pouvait faire. Et voilà, donc son problème, c'est le problème du fameux syndrome des loges, donc qui touche beaucoup de pilotes MotoGP. Miller et Lecuona sont fait opérer en début d'année. Fabio avait déjà eu ce problème. Ouais, il a déjà été opéré. Voilà, il a été opéré en 2019 quand il arrive en MotoGP, juste après le Grand Prix d'Italie au Mugello. Il s'est opéré tout de suite après. Et une semaine plus tard, à Barcelone, il monte sur son premier podium en MotoGP. C'est une opération dont on se remet assez bien en fait. Voilà. Alors après, est-ce qu'en revenant trop vite aussi, on perturbe pas la guérison? Ça, c'est encore autre chose. Visiblement, Miller nous a prouvé le contraire. Mais bon, c'est pareil, il en a bavé à Portimao, Miller. Après, ou Crutchlow l'année dernière à Misano, quand il est revenu, où ça s'est rouvert, il y avait du liquide qui sortait dans son cuir. Enfin, c'était quand même assez gore. C'est gore. Donc juste un truc, on pensait que Portimao, on a parlé de Portimao, circuit physique. Alors c'est vrai que Portimao c'est un circuit physique, mais même Miller l'a dit là, Jerez est encore plus difficile. Et Miller a toujours eu des problèmes à Jerez jusqu'à présent. Là, justement, il était heureux de ne pas en avoir eu, mais c'est un circuit. Il y a beaucoup plus de freinage qu'à Portimao, et il n'y a pas de répit, quoi. Sur les lignes droites sont très courtes, et donc on est sollicité en permanence au niveau des avant-bras sur les freinages. Et les motos sont de plus en plus performantes. Alors justement, un internaute, Lydie de Paris, nous demande est-ce qu'il y a des pilotes qui ont eu plusieurs fois le syndrome des loges? Oui, clairement. Dani Pedrosa, par exemple. Clairement. Donc il y a des pilotes qui ne l'ont pas du tout de leur carrière. Valentino Rossi, 42 ans, n'a jamais eu le syndrome des loges. Et des pilotes comme Fabio, est-ce que c'est physiologique Alors après,
C'est marrant parce que Bagnaia parlait de ça là, après la conférence de presse. Il a dit que c'est peut-être dû à l'entraînement parce que voilà. Mais par rapport à quoi la VR40. Alors je sais pas. Il dit que les pilotes aucun pilote de la VR40 ne souffre du syndrome des loges. L'académie ne souffre du syndrome des loges. Alors après, est-ce que c'est leur entraînement? Est-ce que c'est l'alimentation? Il a dit que c'était l'eau pétillante. Il a dit. Ouais, l'eau pétillante. Mais enfin, donc l'opération d'un syndrome des loges, en fait, on ouvre la gaine, la ponévrose. On libère le muscle en fait. Ouais, la douleur, c'est le muscle qui est comprimé dans sa gaine. Alors on sait aussi que Fabio, cet hiver, il a beaucoup travaillé au niveau des bras pour prendre de la puissance au niveau des bras parce qu'on sait que la nouvelle Yamaha, elle est plus physique à piloter. Donc il fallait qu'il se renforce au niveau des bras. Alors est-ce que ça plus le reste, ça a joué? En tout cas, il va très certainement devoir se faire réopérer. Mais en tout cas, il sera au Mans, il n'y a pas de problème. Alors après, il sera peut-être pas à 100% au Mans, mais du coup, la question légitime, c'est et maintenant? Parce que est-ce que c'est une épée de Damoclès qui va le traîner tout au long de la saison ou non, parce que si. Non, mais après, c'est comme tu disais, c'est le circuit de Jerez qui, en tout cas, ces dernières années. Quand on va arriver au Mans, start-stop, il n'y a pas mieux aussi. Oui, c'est sûr, mais c'est pas les lignes droites sont plus longues, c'est moins. Ouais, entre le chemin au bœuf, le garage vert et le chemin au bœuf et la ligne droite des stands. Le problème de Jerez aussi, c'est qu'après, il y a toute cette enfilade dans le T4, là, sur où ça va super vite. Ça va super vite, c'est vraiment... c'est clair. Alors après, si on pousse le raisonnement, est-ce qu'on pourrait pas se dire que justement, c'est un problème qu'il a eu à Jerez parce que c'est un circuit très physique et qu'il pourrait se passer de l'opération et ça pourrait revenir... Après, c'est un risque. Après, on prend dans ces cas-là, et je pense que c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est prendre un avis médical. Et après, c'est pour ça qu'il est à Paris aujourd'hui, je pense. S'il se fait opérer, je ne sais pas s'il est à Paris, mais en tout cas, est-ce qu'il va se faire opérer? Normalement, on peut imaginer qu'il se fasse opérer très vite pour être prêt au Mans. Par contre, je voulais rebondir, Michel, tu disais des motos de plus en plus difficiles à piloter. Alors, plus en plus physique. Physique ou difficile? Les deux ça va un peu de pair. Ça va de pair, effectivement. On en discutait avec Johan Zarco ce week-end. Déjà, il y a le nouveau système qui est mis en place, qui est, alors c'est le All Shot Device. C'est un abus de langage de dire ça, mais c'est un système qui permet d'abaisser la moto en sortie de virage. Et effectivement, c'est de plus en plus difficile parce que c'est un automatisme à prendre à chaque sortie de virage. Il faut actionner le mécanisme. Il y a le frein arrière au pouce. Certains ont un frein arrière au type scooter, donc c'est compliqué. Et puis après, gestion électronique, des cartographies à prendre. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Et puis les motos sont aussi plus performantes, non? Il y a moins de wheelies, donc elles sont plus performantes et sur un circuit comme Jerez, en fait, elles accélèrent plus fort entre deux virages. Donc ça veut dire qu'on arrive plus fort. En plus, les aéros qui sont travaillés pour avoir plus d'effet de sol permettent de freiner plus tard en entrée de virage. Donc en fait, on peut reculer les limites de la moto et donc les limites du pilote en même temps. Ouais. Donc c'est vrai que physiquement, les contraintes sont de plus en plus importantes. Et c'est ça qui expliquerait selon vous les chutes? Parce qu'on a quand même vu pas mal de chutes, et notamment à des endroits où on n'avait pas l'habitude d'en voir. Exactement. Donc ce sera peut-être le sujet suivant, mon cher Eric. Eh ben vas-y. On va parler de Marc Marquez. Ouais. Parce que certains s'étaient déjà imaginé le voir gagner à Jerez après sa belle course de Portimao. Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est même moins bien passé que. Alors lui, il dit qu'il a eu des meilleures sensations, mais c'est vrai que dans le résultat brut, il est plus loin. Il finit 9e. Alors, il est pas très loin du début, mais surtout, il y a deux grosses chutes, et donc effectivement, cette chute dans le virage, dans le virage 7, où Paul Espargaro est aussi tombé. Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a des motos qui vont de plus en plus vite. Donc, dans ce virage numéro 7, où on n'avait jamais très peu de chutes, et là, voilà. Ils sortent plus vite de l'épingle qui est au bout de la longue ligne droite, et donc ils arrivent plus vite dans ce virage 7. On soulage à peine, mais on soulage, ça veut dire que on met moins d'appui sur l'avant, et on sait qu'Honda a un gros problème de train avant. Paul Espargaro est aussi beaucoup tombé. Nakagami, Alex. Il y a Rabat aussi, qui est pas tombé. Et Rabat, il est tombé dans ce virage-là ou pas? J'ai peut-être une bêtise. Non, c'est pas Rabat, c'est le dernier virage. Enfin, quoi qu'il en soit, les Honda sont beaucoup tombés. Et donc, pour en revenir à Marc, voilà, il s'est une grosse contracture au niveau du cou, et puis il est retombé au warm-up. Donc, en termes de confiance, on fait mieux. Et puis on voit que lui, il est toujours diminué par son bras, quoi. Il a du mal à le plier. Voilà. Pour avoir discuté avec Douane dans la semaine,
Lui, il pense que la Honda, de toute façon, lui il dit que depuis qu'il court en 500 avec cette moto, elle a toujours eu un problème de train avant. Il y a un truc qui va pas dans le châssis. Chez Honda, ils sont jamais réussi à faire un châssis. Et ça date pas d'hier, hein, puisque Michael Wood se plaignait de ça dans les années 60. Donc, voilà. Elles ont un peu évolué quand même, les motos depuis. Mais donc, en fait, non, mais c'est, voilà, comme on dit que les Yamaha ont toujours eu un super châssis, les Honda avaient la réputation d'avoir un super moteur, mais un châssis pas terrible. Et là, ça se confirme. Alors, Marc Marquez, il était un peu l'arbre qui cachait la forêt, mais aujourd'hui qu'il est plus à 100% physiquement, il subit comme les autres. Il arrive pas à faire tourner sa moto comme il faisait en faisant glisser l'arrière. Donc c'est compliqué, il tombe, il s'est refait mal, il perd confiance, donc c'est vrai que c'est pas simple. Et pour rajouter de l'eau à ton moulin, ce week-end, Nakagami fait 4, et en plus avec l'ancien châssis, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça tourne en rond un peu chez Honda. Son meilleur résultat en MotoGP, comme l'an passé, en fait, 4e aussi, il avait fait à Jerez. Il était bien exténué à l'arrivée. On se souvient qu'à Portimao, il n'était pas en forme. Nakagami, il est touché à la clavicule. Même si c'était pas cassé, il était fatigué. Et ouais, c'est la meilleure performance Honda du week-end. De la saison. De la saison, ouais, il faut le dire. Alors Thomas, depuis quand dernier podium, dernière victoire, pardon, parce que le dernier podium, il y a eu l'an dernier, du Honda. C'était à Valence 2019, donc avec Marquez. Voilà. Donc là, on est sur une période de disette. Donc ça fait plus d'un an que Honda n'a pas gagné. Ça fait 18 courses que Honda n'a pas gagné et c'est leur plus grande période de disette depuis 2008-2009. Et au-delà de ça, il va falloir remonter, j'imagine, en 82 ou quand Honda est revenu officiellement au Grand Prix. Donc là, c'est compliqué. Il va falloir qu'ils revoient une Honda sur le podium. Ça sera la première match. Point suivant, Michel, Valentino Rossi. Oui, alors c'est difficile pour Honda et c'est là encore plus pour Valentino Rossi. Quelques chiffres. Ça par contre, sincèrement, on en a discuté avant l'émission et sincèrement, la statistique va permettre de cadrer un peu certaines réflexions autour de Valentino Rossi. Mais en fait, à quelques dixièmes près, sauf erreur de ma part, Valentino Rossi a fait exactement le même temps de course que la saison passée. Donc il fait podium. Voilà, avec son temps de course de l'an passé, il termine sur le podium. Et cette année, il est 17e. 17e. Et donc là, il ne se termine pas. Par contre, la course, elle, a été presque 17 secondes plus rapide. Donc c'est la course la plus rapide à Jerez, en comptant le fait qu'on ait 25 tours et avant on en avait 27. Donc c'est... 4 points en 4 courses 4 points en 4 courses. Son plus mauvais début de saison de sa carrière. Par rapport au temps que tu donnes au chrono, on rappellera quand même que l'an dernier, le Grand Prix d'Espagne, ça s'est déroulé au mois de juillet, il est très chaud. Exactement. Donc les conditions étaient nettement plus favorables ce week-end, d'où les 17 secondes d'amélioration. Après, Rossi a avoué, il a dit assez honnêtement, la Yamaha elle est mieux, les pneus c'est les mêmes, moi par contre je suis beaucoup plus lent. Donc il a reconnu, là je m'amuse plus, et c'est vrai que alors on parlait des motos de plus en plus physiques. Alors si Rossi a 42 ans, forcément il subit encore plus que les plus jeunes, et on voit que ces motos qui ont besoin d'être malmenées, on le voit sur la moto, il est bon, déjà il a eu toujours un style un peu rigide, donc lui il avait quand même travaillé dessus, mais bon, 42 ans, bien sûr, il se bat contre des gamins qui ont 20 ans, c'est compliqué. Il se bat contre ses fils. C'est compliqué. En plus, il a du mal avec depuis que Michelin est là, il a du mal à trouver du grip avec les pneus, et on sait qu'il a toujours aimé des trucs hyper rigides, que ce soit en pneus, en châssis. Il n'aime pas quand ça bouge. Là, aujourd'hui, c'est un peu... Et puis, est-ce qu'il n'a pas aussi déjà un peu la tête ailleurs? On sait que ce week-end, ils ont annoncé qu'il aurait sa propre équipe en MotoGP de 2022 à 2026, avec un partenaire saoudien, d'ailleurs. Ça a fait un petit peu débat. Il y a plusieurs choses qui font débat. Donc, effectivement, le VR46, alors, lui, il dit qu'il ne s'est pas occupé de ses négos. Ça, pour l'instant, ça ne le concerne pas. Il est toujours pilote. En tout cas, il ne savait pas qu'il y avait... Aramco, c'est ça? Aramco, qui est le pétrolier saoudien. Donc, c'est vrai que l'argent saoudien, il est quand même... on sait que l'Arabie saoudite, c'est une monarchie qui n'est pas réputée pour... les droits de l'homme. Au niveau de son respect des droits de l'homme. Donc, il a un peu botté en touche quand on lui a posé la question, savoir si ça posait pas un problème de s'associer avec ce type de... Il y avait eu une association comme ça aussi avec CTJ Berno. Il y avait eu aussi, enfin pas avec l'Arabie Saoudite, mais il y avait eu un partenaire un peu bizarre. Le Congo, l'ex-Congo belge. Sur la Ducati. Sur la Ducati, mais... Bon, après, est-ce que c'est ça qui l'empêche après, de rouler? Après, le monde du sport, on va
va pas évoquer tous les cas. Oui. Le Paris-Dakar se déroule Oui, en voilà, Arabie Saoudite exact, parce c'est ce que j'allais dire. Les Saoudiens payent. Voilà. Le PSG, mon cher Eric, je vous rappelle qu'il est financé par nos amis C'est les Qataris, c'est pas l'Arabie Saoudite. Mais non, mais bon. Ah, enfin bon, écoutez, hein, on va En tout rester. cas, On va pas aller plus loin. Mais on non, mais saura par bientôt, contre, en tout cas, quel constructeur Ouais, choisir. c'est- Là aussi, il y a beaucoup de choses qui se jouent en coulisses. On sait que Suzuki et Aprilia potentiellement pourraient vouloir une deuxième équipe l'an prochain. Suzuki l'a annoncé clairement. Non, normalement. alors justement, le problème il est là, c'est que depuis que Brivio est parti, Suzuki, c'est Shinichi Sahara, donc qui est le patron du projet MotoGP, a mis ça un peu sous le tapis, communique plus, voilà, pour l'instant, non, on ne sait pas, alors qu'on sait que si on prend la décision d'avoir 4 motos, il faut le... Il faut Ça le doit se faire faire maintenant, quoi. parce Oui, qu'il faut, ouais, voilà, pas maintenant. on va les construire au mois de décembre. Voilà, c'est ça. Donc là, pour l'instant, les négos de VR46, ça va être avec les deux, même s'ils se disent ouverts à toutes les opportunités. Pour moi, l'instant, c'est on parle Ducati et Ducati, Yamaha. Donc, Ouais. il y a quand même deux problématiques. C'est que, alors, on sait qu'Avincia sera plus là, mais enfin, donner des Ducati à Valentino Rossi, je pense que chez Pramac, ça les ferait assez moyens. Ouais. Et si on donne les Yamaha, ça veut dire que Petronas n'a plus les siennes. Alors Et justement, là, voilà. Bon, moi, j'ai posé la question à Jarvis. Lui, c'est pareil. L'argent saoudien, ça n'a pas l'air trop lui poser de problème. Donc, ouais. les discussions sont open à ce niveau-là. Et justement, comment ça se passe en ce moment entre Petronas et Yamaha, puisqu'on sait que Franco Morbidelli donc a une moto qui a 2 ans. Hein. Alors Yamaha explique que Petronas, ils ont payé pour ce matériel-là, ils ont ce matériel-là. C'est ça. Euh, C'est la politique Yamaha. Et ça a été le cas avec Zarco. On se souvient quand Zarco performait. C'était le meilleur pilote Yamaha quand il déboule en 2017. Yamaha, voilà, Tech 3 avait payé pour une spécification, voilà. Et cette année, c'est encore plus compliqué pour Yamaha de fournir. Il n'était pas dans les plans. Il y a le Covid qui a gelé le développement, qui a compliqué la fabrication des pièces. Donc voilà. Alors après, j'ai entendu que Rossi disait oui, ça serait bien que. À ce moment-là. Je pense que le mieux, c'est qui permute les motos, non? Exactement. Enfin, je sais pas si c'est. C'est peut-être comme ça que ça va finir d'ailleurs. Voilà. Parce que la question qui est complètement légitime, je dirais, vu ce que fait Morbidelli et vu ce que fait Rossi, encore une fois, avec tout le respect qu'on a pour Valentino Rossi. J'ai fait une interview de Razali qui me dit c'est peut-être là Morbidelli, c'est lui qui est sur le podium avec la moto de l'année dernière. L'an dernier, c'est pareil, il est vice-champion du monde avec une moto qui a pas les évolutions des autres. Peut-être que récupérer une moto qu'il ne connaît pas, parce que bon, la moto elle est peut-être plus performante, mais elle est aussi plus exigeante à piloter, donc il faut s'y adapter. Est-ce qu'il n'a pas plus à perdre qu'à gagner? Après, au niveau règlement, on va regarder aussi si c'est possible, parce que les moteurs sont quand même, on va dire, nominatifs entre guillemets, donc il faudra voir. C'est vrai. Je sais pas, il faudra voir, c'est une question à se poser. Bon, en tout cas, affaire à suivre entre Morbidelli et Rossi. Autre point, Ducati, doublé. C'était historique à Jerez. Historique, non, pas à Jerez en tout cas. Oui, après, c'est vrai que c'est arrivé, alors si je ne me trompe pas, c'était Capirossi la dernière victoire. Non, 2006, Capirossi la victoire, mais le doublé. Le dernier doublé, c'est Brno 2018, avec Lorenzo et Dovizioso. Mais un doublé à Jerez, je pense pas que ça soit arrivé pour Ducati. Non. Après, ce que je veux dire, c'est que c'était, je crois qu'on est aux alentours du 7e doublé Ducati en MotoGP. Donc c'est sûr, c'est rare, mais oui, c'est le dernier daté de 2018 et toujours avec les 2 Ducati officiels. Et donc Jerez, première victoire Ducati, Capirossi en 2006, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, exactement. Et donc Bagnaia en tête du championnat. Ouais. Coup double. 4e leader en 4 courses. Ouais. C'est bien. 3 podiums, solide. Ouais, il est là, il est régulier. Il fait un peu un début de saison. Enfin, voilà, c'est un peu. Il y a Joan Mir d'un côté et Bagnaia de l'autre, quoi. On sait que la victoire lui tend les bras et c'est que Bagnaia, c'est qu'une question de temps, je pense, pour qu'il puisse. On va voir. Je pense que l'Italie, qui arrive dans un mois, ça va être chaud à tout point de vue, quoi. Et puis, on reste chez Ducati en parlant de Johan. Johan Zarco, un départ qui lui coûte cher, non? On peut dire ça comme ça? Ou c'est sévère? Non, c'est un départ qui il prend un mauvais départ et puis il a reconnu que sur le premier tour, il n'était pas à l'aise. Donc il s'est fait doubler, il manquait de confiance avec le plein d'essence. Voilà, tout le week-end, il a pas été aussi tranchant qu'on l'avait vu avant, au Qatar et au Portugal. Pourtant, il fait un bon warm-up, non, de mémoire? Il fait le meilleur temps ou le deuxième temps au warm-up? Ouais, je crois que le classement avait changé parce qu'il y a eu des chronos annulés au dernier. Oui, enfin, il fait un bon warm-up, mais globalement, il n'était pas aussi à l'aise que voilà. Jerez, c'est vrai que c'est un circuit assez. Si on n'est pas à l'aise avec son châssis, si on n'est pas tranchant,
quand on voit les chronos, on avait aux essais, on a eu. Ouais, je crois que c'était 3 dixièmes séparés les 13 premiers, je crois. Ouais. C'est un truc incroyable. Ouais, top Donc, 10 au fond, voilà, dixième. là, le moindre petit dixième. Battement de cils, voilà. Ouais, Donc super. voilà, il a reconnu. Et puis en fin de course, pareil, il s'est tellement battu. Comme il n'est pas à l'aise, il force plus. Puis on sait que Johan, pour aller vite, il a besoin d'avoir le momentum, hein, comme on dit dans le monde du sport. Et là, il a forcé, donc il était fatigué sur la fin de course et il n'est pas allé chercher peut-être des 2 places qu'il aurait pu récupérer. Parce qu'à un moment, il est avec Vignales en bagarre, il le passe. On pense qu'il va faire le trou et puis finalement, Vignales revient, je crois, sur une petite erreur et après. Ouais, mais il dit qu'il manquait d'énergie dans les derniers tours. D'accord. Bon, bah écoute, merci Michel. Eh ben, je vous en prie. Écoute, on va tourner une petite page de pub. En fait, pas tout de suite parce que justement, Michel, il continue avec Johan Zarco parce que vous le savez, on vous propose dans After Sunday de pouvoir poser vos questions soit à Johan Zarco, soit à Fabio Quartararo. Eh bien, justement, je vous propose d'écouter une question tout à fait décalée qui nous vient de Lyon et c'est Lisa qui pose cette question à Johan Zarco. J'ai failli partir en glisse, mais je l'ai rattrapé. Alors le lifestyle, on va dire, différent, ou le plaisir de jouer de la musique, chanter des interprètes français ou étrangers, mais qui ne sont pas de mon âge, bien, je pense que ça vient de la famille, hein, mes parents qui écoutaient beaucoup de ce style de musique. En fait, j'ai ultra accroché, mon frère qui est également fan des Beatles et de McCartney, et ça... Comme il adore le chanter, et moi j'écoute, je le regarde jouer le piano et j'essaie de refaire la même chose, et je crois que tout ça en fait ça m'a permis d'aimer en fait ce qui est plutôt rock soft des fois, ou voilà, tout ce style là. Et je pense que ça vient de là, donc vraiment rien de trop spécial, c'est plus voilà, ça vient de la famille, et comme ça me plaît, eh bien pourquoi pas essayer de répéter et d'écouter ça. Après j'écoute plein d'autres choses, mais c'est vrai que principalement c'est ça que j'aime. Il a 30, Johan. 30 à 30. Et je crois qu'il est de... Voilà, donc on a écouté Johan Zarco nous parler un petit peu de ses goûts musicaux et un personnage un peu décalé, hein, Michel, dans le paddock, ça fait du bien. Et puis, vous l'avez vu sur ce plan large, on accueille Jules Cluzel. Bonsoir Jules, ça va? Bonsoir Alex. Bon, toi aussi tu joues d'un instrument? Non, j'ai fait de la batterie quand j'étais plus petit, mais non. J'aimerais bien, par contre la guitare ça m'intéresse. Ouais, Michel, Johan a un personnage quand même. Ah oui, c'est sûr qu'il est, il est loin de l'image, enfin l'image, c'est pas l'image, mais de la génération actuelle en MotoGP qui s'est quand même bien rajeuni. Voilà, il a des goûts musicaux un peu à l'ancienne, quoi. Voilà, il aime la musique française, il écoute Brassens, il écoute du rock des années 70 avec son frère. C'est son frère qui l'a un peu initié à tout ça. Voilà, c'est un peu différent. Jules, on t'accueille, bonjour, merci de nous avoir rejoints dans After Sunday. Alors Jules, on va parler de ton actualité. Tu étais d'ailleurs cet après-midi chez Murid, si je ne dis pas de bêtises, un des partenaires de l'équipe GMT 94, parce que ça y est, enfin, dans 2 semaines, c'est le début de la saison Super Sport Mondial 600. Enfin, ouais, on est vraiment content d'attaquer la saison. On est content aussi parce qu'on a 12 courses au calendrier. Et même si on commence un peu plus tard que prévu, on attaque la saison et on a des bonnes chances quand même de faire une saison à 12 courses, c'est quand même pas mal. Ouais. Vous avez beaucoup roulé cet hiver, hein. Je pense que vous êtes l'équipe qui a le plus roulé. Comment se sont passés ces essais hivernaux? C'est vrai que Christophe, c'est top parce qu'il met vraiment les moyens par rapport aux essais, tout ça, et c'est hyper important. On a fait 3 fois 2 jours. Là, on roule demain sur le circuit de Carole. Maintenant, ça sera plus histoire de faire un peu de physique et pas vraiment régler la moto parce que le circuit est vraiment pas très différent de ce qu'on connaît. Ouais.
C'est pas le premier Quand circuit tu d'Aragon, règles la quoi. Carole et que tu vas ensuite enfin pas au Mugello, mais Aragon. à Aragon, c'est un peu C'est un peu le jour et différent. la nuit, ouais. Non, C'est mais un peu le jour et la nuit. j'étais un peu réticent à tout ça et finalement, l'année dernière, j'ai fait le record Ouais, du fameux circuit record. et ça m'a fait vraiment du bien. J'étais vraiment content et finalement, de retourner à Carole, c'est pas un problème et plutôt un plaisir même. D'accord. On parlait juste au début de l'émission, avant que tu arrives, donc du Grand Prix. J'imagine que tu as regardé ce week-end. J'ai bien regardé, ouais. Ouais. Et on parlait justement de tout ce qui est problème physique, technique sur les motos, etc. Toi, je pense qu'au niveau physique, tu as aussi, les ai aussi, donné ouais. le syndrome des loges. Et pas que, puisque on peut le dire aussi, hein, toi, tu as une autre, entre guillemets, spécificité, c'est que tu passes tes vitesses côté droit. Ouais, j'ai un Suite à handicap. ton problème de ta cheville. Ma cheville a été bloquée en hiver 2018. Malheureusement, je peux plus bouger la cheville. Maintenant, j'ai plus de douleur, donc pour moi, c'est vraiment top. Je suis vraiment content. Je revis d'ailleurs. Et puis, il a fallu passer le sélecteur à droite. C'était un risque que je ne m'y habitue pas et que c'était pas non plus possible. Et finalement, ça a été vraiment très très facile. Après une journée d'essai, je me suis vraiment senti comme à la maison et la deuxième journée, j'ai pas fait d'erreur. J'étais pas spécialement à l'aise, mais après, c'était vraiment oublié et maintenant, c'est un automatisme. D'accord. Ce qui arrive à Fabio, là, toi, avec ton expérience de syndrome des loges, il n'y a pas d'autre solution que se faire opérer. Je connais pas le problème exact de Fabio. Je crois qu'il a été opéré déjà et ça peut revenir. Après, exactement ce qu'il a, je ne sais pas, donc je préfère pas parler. Mais oui, ça peut revenir. Après, ce qui est étrange, c'est qu'à Portimao, il gagne la course, il était à l'aise, ça n'avait pas l'air spécialement de le gêner. Et là, ça revient. Donc, Toi, tu en as souffert après ton opération ou ça a été définitivement réglé? ça n'a jamais été définitivement réglé, non. J'ai toujours une sensation de temps en temps d'arm pump, de sensation d'avant-bras gorgé, tout simplement. Et il faudrait le refaire de temps en temps. Et Est-ce que, parce que là, bon, pour avoir discuté avec Miller, lui, il dit que souvent, c'est en début de saison, c'est plus flagrant. Est-ce que le fait, la reprise, en plus, il n'y a pas eu vraiment de test hivernaux en MotoGP. Donc, est-ce que sur les premières courses, on n'est pas plus sensible à ce genre de problème qu'en fin d'année? si, on a toujours un peu plus de problèmes au début. Maintenant, MotoGP, je connais pas. Il y a énormément de chevaux, les pneus sont excellents, les freins, ça freine vraiment énormément. Donc, je connais pas le niveau de physique du MotoGP, mais c'est sûr qu'on a un peu plus de problèmes en début de saison. Après, c'est aussi le souci de début de saison, c'est peut-être on est un peu plus nerveux, on respire un peu moins bien. Et un des problèmes du syndrome des loges, c'est aussi la respiration et de se tendre un petit peu. Ouais, c'est ce que Maintenant, voyant la course de Fabio, il n'avait pas l'air tendu du tout. Il gérait sa course, c'était propre, il faisait record sur record et je ne sais pas si c'est la raison. On a Fred de Paris qui nous demande, Jules, quel est le pilote MotoGP que tu admires le plus? Ouais, il y en a plusieurs. Marc Marquez, pour moi, c'est un peu un génie parce que je suis pas sûr qu'il ait la meilleure moto et qu'il l'ait eu ces dernières années et il fait des choses que beaucoup de gens copient, tout simplement. Maintenant, Fabio, ce qu'il fait, la régularité, la vitesse qu'il a sur un tour, c'est aussi assez exceptionnel. Mais il y a plusieurs carrières. Stoner à l'époque, j'adorais son style, c'était excellent. J'adore Marquez parce que je trouve que c'est un mix un peu de tout le monde et j'aime bien son petit grain de folie. Bon, Alors, on rappellera quand même que Jules, tu as couru En Moto un 2. Grand Prix. Tu as Ouais. commencé, tu as même gagné un Grand Prix en Silverstone en Moto 2. Tu as couru en 125. Donc, tu t'es installé dans le championnat Super Sport, Superbike. Les Grands Prix t'ont jamais manqué? Si, ça manque. J'ai un petit peu l'envie et j'aurais voulu y retourner parce que j'ai un goût d'inachevé. Maintenant, je suis passé à autre chose. J'ai une possibilité de gagner et tous les week-ends, j'ai une possibilité d'être champion du monde et même si c'est le super sport, pour moi c'est un titre de champion du monde et je prends beaucoup de plaisir. Je suis passé sur autre chose parce que je pense que avoir un goût amer par rapport au passé, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, je prends le positif et j'essaie de gagner, j'ai un objectif depuis plusieurs années et j'essaie de l'atteindre. Alors justement, cet objectif cette année, c'est le titre, mais dans l'équipe, il y a un sacré coéquipier à côté de toi maintenant. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'avec Christophe et Rémi et Guyot, on a pas mal parlé. Je vois pas mal de messages passer comme quoi je fais rentrer le loup dans la bergerie. Mais on en a discuté en amont avec donc Christophe et Rémi et j'ai validé tout simplement. Ce qui est cool, c'est qu'ils m'ont demandé tout simplement et
Et je trouve que c'est un challenge. Il va me pousser. Qu'il soit avec moi, enfin il n'est pas avec moi, mais dans la même écurie ou contre, c'est la même chose. Donc je préfère profiter de ces datas, profiter des… Ouais, c'est ça, vous partagez quand même, vous travaillez ensemble, vous partagez vos datas. Tous les deux, non. On parle, moi j'aime bien communiquer, j'ai aussi changé de ce côté-là. La course c'est une chose, l'extérieur c'est autre chose. Maintenant, entre l'équipe et ouverte, le GMT, il y a pas deux équipes, ils viennent de l'endurance en plus, donc il y a un échange. Un jour, ça sera moi mieux que Federico et un autre, ça sera l'autre. Donc, moi, je veux profiter de ça. C'est ce qui me manquait, je pense. Ce qui manquait aussi à l'équipe, et puis ça fait aussi valider des choix, aussi quand on a des soucis. Si lui, il l'a aussi, voilà, ça valide quelque chose, donc c'est bien. Bon, on rappelle que c'est quand même Caricasulo qui a été champion. Après, toi, avec lui, il y a eu 2-3… Il a été vice-champion, vice-champion, pardon. Qui a été aussi 2-3 fois, ça a été un petit peu chaud entre vous. Vous avez réussi à planir tout ça. Bon, j'imagine que Christophe doit veiller au grain derrière aussi. Mais… Ouais, je l'ai vu passer aussi. Maintenant, il a été intelligent. Il est venu s'excuser en 2017, première course en Australie. Dernier tour, il me percute en haut de Lucky High. Je monte à 3 mètres, je pense, et je me fracture le sacrum. Maintenant, ça fait partie de la course. Il a fait une erreur, il s'est excusé. J'étais assez intelligent pour l'accepter et oublier, tout simplement. Et il s'en est servi aussi. Et il y en a un autre, c'est De Rosa qui continue. Mais Federico, il a compris. Et voilà, ça fait partie aussi de l'expérience. Et il était plutôt sur ses débuts à ce moment-là. Jack de Lille, savoir comment tu as débuté la moto et est-ce que tu aurais pu faire un autre sport? Je crois que tu as fait de la gymnastique avant la moto. J'ai fait de la gymnastique à 4 ans. Jusqu'à mes 12 ans. Et en parallèle, j'ai fait du karting. Sauf que le karting, c'est très onéreux pour monter à haut niveau. Et mes parents, en parallèle, ont pris une concession de moto et m'ont proposé d'essayer. Le jour où je suis monté sur une moto, vu que j'ai eu aussi l'expérience du karting, du 4 roues, j'ai eu un déclic. Ça m'a vraiment, t'as été tout de suite plu. la vitesse ou t'es passé par le cross comme… J'ai fait du cross aussi jeune, mais j'ai jamais pris autant de plaisir que sur la moto de vitesse. D'accord. Le jour où je suis monté dessus, j'ai vraiment su que c'était vraiment mon truc, vraiment. Bon, cette année, les Bardal, là, vous allez les mettre à l'amende ou pas? Alors là, Bardal. Oui, là, enfin… Là, il y en a qu'une. Ouais, là, il y en a une et une deuxième cachée ouais. avec un autre team, mais c'est l'objectif. Ouais. Après, je veux pas trop me concentrer là-dessus parce que vraiment, ce qu'il faut, c'est que je fasse de mon mieux possible et que je sois pas déçu. Après, on a Odendal qui finit 5e du championnat l'année dernière, mais qui dominait pas spécialement. Locatelli était, je pense, quand même un meilleur pilote et plus régulier, donc ça sera sûrement plus jouable. Le team progresse aussi. L'arrivée de Caricasulo aussi aide beaucoup le team. Donc pour moi, les essais hivernaux montrent qu'on a progressé. Je pense avoir gagné entre 3 et 6 dixièmes et c'est ce qui me manquait en gros pour gagner. Oui, ça fait un sacré gap quand même. Ouais, après il faut voir, on a fait que des journées d'essai d'hiver avec des conditions de température de piste différentes. Il faudra voir quand il fera plus chaud. Jules, comment on garde la motivation après tant d'années à courir, après un titre qui t'a maintes fois échappé pour une blessure, pour un manque de réussite? Comment on garde le feu là, tu viens de le dire, ça me passe à côté, donc tant que ça me passe à côté, je vais aller le chercher. Non, je me sens encore en pleine possession de mes moyens. Ok, on a dû passer le sélecteur à droite, mais ça ne pose aucun problème. On a eu des petites modifications à faire au début, mais aujourd'hui, c'est pas un problème. Donc je me suis adapté, comme je l'ai dit, c'est un automatisme, donc j'ai plus besoin d'y penser. Et je suis toujours aussi vite, et je pense même plus vite, je fais moins d'erreurs. Donc pourquoi arrêter? En plus, c'est ma passion. Un jour, ça va s'arrêter, ça va me manquer, comme beaucoup, je pense. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et je me sens à fond, en pleine possession de mes moyens. Ok, j'en ai marre des blessures, mais ça ne me ralentit pas. J'ai un petit peu d'appréhension sur les départs, avec peut-être une erreur d'un autre concurrent, mais tant que ça ne me fait pas freiner, je continue. Ouais, puis 32 ans sur le plateau du Supersport et du Superbike, c'est jeune. C'est jeune, je fais partie des plus anciens maintenant. Enfin, en Superbike, et je suis toujours en possibilité de gagner, donc remporter le titre. Donc je continuerai jusqu'à ce que j'espère l'atteindre. Et justement, à ce moment où tu prendras ta retraite, tu penses rester dans le milieu de la course moto Ça, on ne sait pas. L'objectif, c'est de faire de mon mieux possible, déjà dans ma carrière de pilote moto. C'est dur de lui parler de retraite. Non, mais on en a parlé. On est au début de la saison. Avec Michel, on a déjà fait des émissions, on m'en parlait quand j'ai commencé la moto à mes 17 ans. Là, j'avais 32. Donc, mais c'est Michel, tu le connais, il est taquin, mais là. Non, je sais que le plus important, c'est faire du résultat. Ça m'ouvrira peut-être d'autres opportunités aussi pour plus tard. Je pense qu'un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui se donne beaucoup.
Et je suis pas inquiet sur l'après. Vraiment, j'ai eu une période, quand j'avais 17 ans, j'étais plutôt inquiet parce qu'on me posait tout le temps cette question. Aujourd'hui, je suis plus du tout inquiet. Moi, je me rappelle de toi. Mon premier souvenir de Jules Cluzel, c'est en Turquie avec la Malaguti. Ouais, c'est ça. C'est ma première arrivée en Grand Prix en 2005. Ouais, C'était il y a 16 ans. Bon, c'est ça. Bon, tu restes avec nous. Jules, on va juste préciser à nos auditeurs que là, on a un superbe casque. Alors, toi aussi, tu es pilote choix. Malheureusement, c'est pas le tien. Mais ça, c'est la dotation pour le jeu concours des pronostics qui aura lieu en fin d'émission. Donc voilà, c'est ce casque-là que vous allez pouvoir gagner. Donc, c'est un Alex Marquez Replica. Il est juste magnifique. Et je vous le rappelle, c'est 869 € prix public. Alexis, on passe à ta chronique. Ouais, on va parler un petit peu de toutes ces catégories qu'on n'a pas encore abordées, qu'il y avait ce week-end à Jerez. Évidemment, le Moto 3, avec pilote, phénomène. On commence à connaître, notre fameux phénomène Pedro Acosta. 4e podium consécutif, c'est le premier pilote de l'histoire des Grands Prix à être sur le podium de ses 4 premières courses. C'est aussi le plus jeune à remporter 3 Grands Prix d'affilée. Bref, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Ouais. Et puis en plus, Pedro Acosta au championnat, il s'envole un peu puisque derrière, il y a eu un joli carton. Le dernier virage a été un peu compliqué. Je l'avais prédit. On parlait d'Istanbul et de la Turquie. Voilà. Je l'avais prédit, franchement, j'avais dit un tour avant. Il va faire un carnage dans le dernier virage. Après, ce virage à Jerez, je sais pas ce que tu en penses, Jules, il est tentant. Il est tentant. C'est à Our, en plus, sur la Moto 3, ils peuvent passer à 4 de front. Mais Denis Zonchou, il faut qu'il se calme un petit peu, je pense. Ça, c'est mon avis perso. Donc, Denis Zonchou qui met Jaume Masia par terre et Darryn Binder. Donc, ça aussi pour le championnat, Darryn Binder va tirer un petit peu. C'est pas la bonne idée. Et puis côté Moto 2, Fabio Di Gianantonio, c'est dur à prononcer. Première victoire, ça fait longtemps qu'on le voit en Moto 2. L'année dernière, il était passé à côté plusieurs fois. Et là, la course parfaite en tête. Il a changé de châssis. Il a changé de châssis, ouais. Speed-up, enfin une Cosco maintenant. Il est revenu à une Calex. Ouais. Et puis derrière lui, on retrouve en fait ceux qu'on va voir, je pense, toute cette saison, Marco Bezzecchi, Sam Loves, Rémi Gardner et Raoul Fernandez. Voilà, les valeurs sûres. Raoul Fernandez, encore brillant. Une belle course, longtemps en deuxième. Il s'écroule un peu en fin de course, mais peut-être un manque d'expérience. Pour un rookie, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, ouais. Bon, encore un pilotage au. Jerez, il mange de l'élan, c'est ça, d'accord. Okay. Bon, Jerez, c'était le début du Moto-E aussi. Moto-E, ouais. Alors, on a vu un gros week-end d'Eric Granado, Paul, meilleur tour en course. Et malheureusement, ça s'est fini par terre pour le Brésilien. Et du coup, Alessandro Zaccone, si je me trompe pas sur son prénom. Surprenant, il n'avait jamais fait mieux que 5e, c'est sa 2e saison de Moto-E. Et là, il a réussi à contenir Dominique Egerter et Jordi Torres, le champion en titre. Donc voilà, ces deux-là, je pense qu'on va les revoir un peu aux avant-postes toute la saison. D'ailleurs, les deux seuls vainqueurs de Grand Prix de cette catégorie Moto-E. En dehors de ça... Moto-E, c'était les débuts aussi de ton ancien coéquipier, Corentin Perolari. Ouais, malheureusement, chute au premier tour pour Corentin, qui s'est accroché avec un autre pilote. Il a pris une course aux essais aussi. Ouais, pas simple. Nicolas Goubert, je pense que c'est un gros changement. Il restait le transpondeur entier, tout le reste c'était mort. Ah ouais, Ah ouais. Ouf. Bon. Il y avait aussi de la Rookies Cup. Ouais. Non, il s'est pas fait mal, Corentin. Première manche, David Munoz. Deuxième manche, Daniel Olgado. Mais ce qui nous a marqué un super départ durant cette Rookies Cup, on n'avait jamais vu ça. Honnêtement, on en a vu des départs anticipés. Mais là, Bartholomé Perrin qui est parti du fond de grille avant tout le monde, mais bien 6 secondes avant tout le monde. Voilà, normalement, on a l'image. Bartholomé Perrin. J'ai cru qu'il y avait un deuxième tour de chauffe. Peut-être. Ouais. Voilà. Bon. C'est une manière. A priori, ils expliquent ça avec un. Voilà. Là, ça c'est l'arrivée. C'est l'arrivée des courses, mais il explique ça comme il y a eu un problème sur les feux, je sais pas trop. Alors effectivement, la direction de course a interrompu la course après. Effectivement, il y a peut-être eu un problème au départ, mais enfin, quand même, bon. 6 secondes, c'est énorme. Ouais. C'est le temps de remonter la grille. Ouais, et encore, tu passes le premier virage. Et puis, on va parler d'essais post-Grand Prix, puisqu'en fait, aujourd'hui, il y avait encore des essais à Jerez, des essais qui ont été dominés en termes de chrono par Maverick Viñales devant les Suzuki d'Alex Rins et Joan Mir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour eux. Zarco aussi dans le top 5. Marc Marquez était présent à ces essais, mais il a fait que 7 tours. On sait qu'il cherche encore à s'économiser
voilà, physiquement. Et surtout, il est quand même un peu froissé de sa chute. De cette double chute du week-end. Et puis Fabio, évidemment, n'a pas participé à ces essais et est probablement déjà en train de consulter pour son bras. Bon. Et puis, juste pour conclure, on dira que du côté outre-Atlantique, c'était les grands débuts de Loris Baz en Moto America. Malheureusement, pas trop de réussite. La réussite n'était pas au rendez-vous. Non, problème technique en deuxième manche. Une chute en première manche. Une chute en première manche, alors qu'à chaque fois, en plus, il partait un petit peu derrière et des belles remontées. Hein. Il a clairement le rythme pour jouer la victoire, Loris, donc c'est que partie remise. D'accord. Bon, merci Alexis. Et puis nous, on va passer maintenant à notre concours pronostic, jeu pronostic avec notre partenaire. Alors, le prochain Grand Prix, ça va être le Grand Prix de France. Voilà, j'étais un petit peu en avance sur le carton, je suis désolé. À la réalisation, ils vont me tirer les oreilles, encore une fois. Pareil, pour vos remarques, j'ai bien compris, c'est Quartararo. Voilà. Je vous le dis une dernière fois pour vous faire plaisir, c'est comme ça. Donc là, 2 fois les oreilles en pointe, c'est bon pour ce soir. Prochain Grand Prix, donc Grand Prix de France au Mans. À quoi on peut s'attendre, Michel? De la pluie? Allez, non. Bon, une chance sur deux. Une chance sur deux. D'après Thomas Morcelino qui tient les statistiques. C'est une course sur 2, il pleut. L'année dernière, il avait plu je m'en rappelle plus. Oui. Ah bon, cette année, il fera beau alors. Voilà. On va dire ça. Ouais. Bon, ça change la donne, quoi. Ouais. Alors on disait Jerez, pas un circuit de Ducati. Le Mans, on dit que Yamaha est plutôt à l'aise, que Ducati est plutôt pas mal. C'est une Suisse qui va gagner. Qu'est-ce que t'en penses, Moi, je vois bien les Ducati. Fabio, ok, certainement. Après, on espère que son problème de bras qui sera résolu. Mais les Ducati, ils sont vraiment en forme. À Jerez, c'était assez impressionnant. Bagnaia, à un moment, j'ai cru qu'il allait remonter. Il était quand même assez loin sur le début et il se rapprochait dangereusement. Et puis, il y a eu un petit coup de collier à la fin de Miller. Donc non, les deux, franchement, en forme. Tu vois, tu vois bien les rééditer un doublé. Peut-être pas un doublé, mais peut-être les pas deux un doublé, Ducati mais sur le Bagnaia, podium. je le vois vraiment en forme depuis le début de saison. Enfin, gagner sa première course. Ouais, possible. Michel, tu partages cet avis? Ouais, moi je vois bien Johan faire un truc là-bas avec la Ducat. Et puis si Fabio est rétabli, je pense qu'il sera encore un peu au-dessus, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Alexis, qu'est-ce que t'en penses? Moi je vois bien Bagnaia. On va dire un truc original, on va dire Bagnaia, Mir, Zarco. Ouais. Et l'Aprilia? Parce que l'Aprilia, finalement, il lui manque pas grand-chose. On le voit à chaque Grand Prix progresser. Elle progresse. Mais est-ce que ça peut être un tracé qui peut lui convenir ou pas? Non? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que pour rebondir sur l'Aprilia, aller chez Spargaro, il termine. C'est le Grand Prix où Aprilia termine le plus près du vainqueur depuis le retour en MotoGP. Donc après Le Mans, je vois pas trop une Aprilia. Bon. On rappellera que l'année dernière, c'est Petrucci qui gagne. Avec une Ducati. Voilà. Donc on est en terrain conquis. Alors moi, je vous rappelle les conditions pour jouer, pour gagner ce casque. Donc vous pourrez annoncer votre pronostic à partir du jeudi 13 mai donc sur tous nos réseaux, c'est-à-dire les pages Facebook de Motostation, de Motojournal, de Motorevue et de Sans Concession. Vous nous donnez le podium. Parce que pour l'instant, depuis le début de l'année, on lance ce jeu, mais personne n'a trouvé les podiums. C'est vrai que c'est souvent un petit peu surprenant, les résultats. Et donc, si vous êtes l'heureux gagnant, s'il y a plusieurs vainqueurs, on tirera au sort, évidemment. Et c'est ce casque qui sera gagné. Et puis, à mes côtés, j'ai une belle casquette de notre partenaire. Pour un internaute qui a posé une question durant l'émission, donc il recevra cette belle casquette. On pourra même peut-être faire dédicacer Jules à l'intérieur, ça je pense que ça lui posera pas de problème. Voilà messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Merci Michel, merci Alexis, merci Jules de nous avoir rejoints. Merci à vous. Bons essais pour demain à Carole et puis surtout très belle saison, on te suivra. Merci. Et puis tu reviens ici quand tu veux, tu es aussi chez toi. C'est gentil, merci. Voilà. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve au lendemain du Grand Prix de France. Ça sera le 17 mai, si je ne dis pas de bêtises, le lundi. On aura un autre invité de marque, ça sera Éric Deseine. Bonsoir. Bon.